Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les 3 lauréats de la seconde édition du prix UNESCO Guinée équatoriale ont été récompensés ce lundi. L'occasion de rappeler l'importance de la recherche scientifique dans les pays en voie de développement. Et après la cérémonie de remise des prix, les chefs d'État présents se sont réunis sur les thématiques de santé sur le continent. L'épidémie d'Ebola était au centre des discussions. Et la force africaine a officiellement passé le témoin ce lundi à la mission des Nations Unies en Centrafrique. 300 soldats équato-guinéens notamment mettent fin à 9 mois d'intervention. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale a donc eu lieu ce lundi. Les 3 lauréats de cette seconde édition ont ainsi été récompensés. Un prix dont l'objectif est d'encourager la recherche scientifique dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. C'est ce qu'a rappelé le président équato-guinéen en ouverture de la cérémonie. Intensification de la mobilisation dans la lutte contre Ebola. En marge de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale sur la recherche des sciences de la vie, ce lundi à Malabo, les chefs d'État présents au panel de discussion ont unanimement appelé à un réveil de tous afin de rattraper le temps perdu et de freiner l'avancée de la maladie. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, le gros du combat contre Ebola est financier. Il faudra pour venir à bout de cette maladie équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Liant la parole aux actes, le chef de l'État équato-guinéen a annoncé une contribution de son pays. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobilisar à la communauté internationale. Les panélistes présents sont unanimes. Il faut isoler le virus Ebola, pas l'Afrique et les Africains. La mesure visant à fermer les frontières ici et là ne sont de l'avis de tous pas de solution efficace. Il est donc clair qu'à Malabo, le continent compte rattraper le temps précieux perdu dans la lutte contre le virus. Quand le problème a été annoncé par l'OMS, nous avons pris des décisions opérationnelles qui étaient tout à fait importantes. Nous avons isolé notre pays comme tout le monde vis-à-vis de la panique, mais rapidement on s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'en voulant résoudre un problème, on a créé un autre problème. Tous les présidents ici présents se sont rendus compte que nous avons peut-être évité Ebola, mais nous avons créé une décroissance économique, peut-être même une récession dans certains pays. Donc je crois qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut mutualiser les moyens, il faut encourager la recherche scientifique. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Et à l'occasion de cet événement qui récompense la recherche en sciences de la vie, le virus Ebola qui sévit dans une partie de l'Afrique a bien sûr été largement évoqué. Les chefs d'État présents ont d'ailleurs rappelé l'importance de la solidarité et de la mobilisation des moyens pour lutter contre ce fléau. Guillaume Durand. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est l'appel lancé par le chef de l'État guinéen Alpha Condé à l'occasion du prix UNESCO Guinée équatoriale délivré ce lundi 15 septembre à Malabo. Le président guinéen a notamment appelé l'ensemble des citoyens africains à lutter conjointement contre l'épidémie d'Ebola. Nous devons mobiliser l'Afrique et les Africains dans la lutte contre l'Ebola par des initiatives concrètes, notamment mobiliser des fonds à travers des initiatives concrètes qui permettent aux Africains qui vivent en Afrique et ailleurs de participer concrètement en récoltant à travers les réseaux sociaux et les appels téléphoniques, comme le font des ONG en Europe, par exemple. Si chacun donne à travers ce type de médicaments 1 euro, c'est des centaines de millions qui sont récoltés et cela permet à tout le monde de participer. Le président guinéen Alpha Condé a également appelé l'Afrique à renforcer les campagnes de sensibilisation et les mesures de protection face au virus Ebola. Déclarer la guerre à Ebola, c'est aussi mettre en place des mesures de moyens exceptionnels pour combattre ces fléaux. Mais nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières
protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Après le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà causé le décès de 2400 personnes. Dans l'actualité également, le Tchad a un nouveau code pénal. Le nouveau texte vient d'être adopté en Conseil des ministres et remplace celui qui avait déjà une cinquantaine d'années. Grande innovation de ce code pénal, l'abolition de la peine de mort. Désormais, la condamnation la plus lourde sera la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En Centrafrique, la mission des Nations Unies a pris officiellement ce lundi le relais de la force africaine. Parmi les troupes qui quittent le pays après 9 mois d'intervention, il y a 300 soldats équato-guinéens. Le vice-président Teodoro Obiang Mangué était présent à Bangui pour assister à ce retrait. Un reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Théodorin Nguema Obiang Mangué à la rencontre de la présidente centrafricaine Catherine Saba-Panza. Une visite pour assister au retrait des troupes équato-guinéennes engagées dans la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Environ 300 militaires ont été mobilisés en soutien à la Centrafrique, pays confronté à une crise politique. Un soutien traditionnel au pays qui met en avant la solidarité de la Guinée équatoriale envers les nations sœurs africaines. Nous avions envoyé un contingent militaire pour venir aider avec les autres troupes, les autres effectifs de la sous-région pour remplir la mission de maintien de la paix ici en Centrafrique. Cette mission est arrivée à terme. Ce n'est pas la première fois que la Guinée équatoriale envoie ses effectifs ici en Centrafrique. Au niveau de la Guinée équatoriale, nous avons réussi notre mission. La MISCA a quitté ce lundi 15 septembre la Centrafrique pour se muer en une force plus grande sous le mandat des Nations Unies et devient la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Une force qui pourra couvrir ce grand pays et participer au retour à la paix. Théodorin Nguema Obiang Mangué affirme ici la disponibilité de son pays à participer à cet effort pour le retour à la stabilité en Centrafrique. Alors ce transfert d'autorité, nous pensons que c'est une décision collective, comme tout se passe entre les États. C'est pas, nous faisons partie d'un collectif des pays. Donc quand une décision est prise, on ne fait que la respecter. Et nous, on sera toujours là pour donner notre appui, notre participation s'il faut à n'importe quelle éventuelle nécessité des forces guinéennes dans le futur. Les troupes équato-guinéennes ont quitté la Centrafrique ce lundi. Maintenant, place à la MINUSCA qui devra désarmer les forces rebelles en présence et aider au retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, la MINUSCA aura besoin de la coopération de tous les Centrafricains. En République démocratique du Congo, le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, a mis en garde ce lundi contre un changement de constitution. Lors de son discours de rentrée parlementaire, il estime que cela pourrait menacer la paix et la cohésion nationale. Une référence à un projet de loi de révision constitutionnelle annoncé par le gouvernement et qui est vivement contesté par l'opposition. Au Sénégal, la fédération de tennis souhaite démocratiser la pratique de ce sport. Pour l'instant, peu de personnes dans le pays décident de s'y mettre. En cause, la cherté des équipements et le manque d'infrastructures, d'où l'image souvent élitiste qu'en ont les Sénégalais. Un reportage de notre correspondant Djibril Fana. Au Sénégal, les autorités veulent vulgariser la pratique du tennis. La fédération compte environ 2500 licenciés. Après avoir tutoyé les sommets africains pendant de nombreuses années, aujourd'hui le tennis sénégalais peine à retrouver son lustre d'antan. Pourtant, le championnat national se déroule normalement et comprend une vingtaine de tournois. Mais l'absence d'infrastructures adaptées et d'un accompagnement conséquent des autorités ne permet pas de hisser le tennis sénégalais à un niveau plus compétitif. À un moment donné, le Sénégal était au devant de la scène, juste après le départ des colons, vers les années des indépendances. Le Sénégal, ayant été à un moment donné pratiquement le centre de la WAYOF, avait déjà des infrastructures. Donc nous ne sommes pas partis de rien. Malheureusement, et c'est la critique que je fais, nous n'avons pas fait autre chose en plus de ce que nous avons trouvé ici. Or, le développement
aussi bien du tennis que pour les autres disciplines, c'est d'abord les infrastructures. Nous avons dormi sur nos lauriers. Une certaine opinion tente à faire du tennis un sport réservé à une classe sociale privilégiée. Au Sénégal, les autorités veulent briser ce tabou en se donnant les moyens de promouvoir le tennis auprès de toutes les couches de la population. Le tennis était considéré comme un sport de noble autant, mais aujourd'hui le tennis n'est plus considéré comme un sport de noble parce que déjà le matériel se trouve dans les clubs, parce que la fédération internationale nous aide beaucoup sur ce plan. Ils nous offre des raquettes, des balles et tout, des filets. Donc cela nous permet même de jouer dans les rues. Pour vulgariser davantage la pratique du tennis, la Fédération sénégalaise a élaboré un plan quinquennal pour son développement. À terme, le tennis pourrait être pratiqué dès le plus jeune âge et partout au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous faisons beaucoup de formations au niveau de la petite catégorie et nous sommes même descendus dans les écoles parce que nous avons estimé que les écoles constituaient une bonne jachère au sein de laquelle on pouvait commencer déjà à semer. Maintenant, les résultats, ce n'est pas pour demain la veille. Malgré les efforts, le tennis reste encore peu accessible aux plus pauvres. Le coût des équipements reste rédhibitoire pour la majorité de la population. Une situation à laquelle la fédération tente de remédier en fournissant gratuitement les équipements au niveau du tennis club du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans une nouvelle édition de l'Africa Tonight.